Créole, dialecte, langue, quelle différence? Nous avons dit que le français pourrait être considéré comme un simple dialecte du latin. Quelle est la différence entre créole, dialecte et langue? Nous employons souvent ces mots avec des connotations différentes. Un dialecte semble renvoyer à quelque chose qui n'a pas la dignité d'une langue. Or, la frontière entre créole, dialecte et langue n'est pas linguistique mais politique. Le créole est un nouveau parler formé à la suite de contacts prolongés entre une ou plusieurs langues locales et une langue de colonisation. La plupart du temps, le dialecte est un ensemble de créoles proches qui se stabilisent sur une aire géographique étendue et qui sont utilisés dans de nombreux contextes de la vie en société par des gens issus de tous les milieux. Une langue est un dialecte qui sert non seulement dans de nombreux contextes et à des gens de tous milieux, mais également pour la littérature et l'enseignement officiel. En linguistique, il est fréquent d'entendre, comme toute formule simplifiée, qu'une langue est un dialecte qui a réussi ou un dialecte qui dispose d'une institution scolaire et d'une armée. C'est ainsi qu'après 1991, dans ce territoire qui s'appelait encore à l'époque la Yougoslavie, la langue officielle serbo-croate standardisée au XIXe siècle s'est divisée en deux langues, le serbe qui a choisi officiellement l'alphabet cyrillique et le croate qui a choisi de conserver l'alphabet latin. Puis en trois avec le bosnien et ensuite en quatre quand le monténégrin est devenu langue officielle en 2007. Il en a été de même pour la langue tchécoslovaque qui s'est divisée en tchèque et en slovaque pour des raisons purement sociopolitiques après l'éclatement de la Tchécoslovaquie au début des années 90. Lorsque la décision de diviser la langue fut prise, l'intercompréhension était pratiquement totale, aussi bien entre serbes, croates, bosniaques et monténégrins d'un côté qu'entre tchèques et slovaques de l'autre, comme peut l'être celle entre une personne parlant en français de France et une personne parlant en français de Belgique. Plus le temps passera, plus les dialectes, devenus des langages par décret et enseignés dans deux pays distincts, se différencieront. Il en serait de même si du jour au lendemain, les Wallons décidaient d'appeler leur langue du wallon et non du français. Il suffirait que la décision soit prise au niveau de l'État. Aucune intervention linguistique ne serait requise. On comprend mieux à partir de là pourquoi il est impossible de décompter sur les critères linguistiques les langues parlées dans le monde. Leur nombre change sans cesse au gré des reconfigurations, unifications ou divisions scolaires, sociales, politiques. Tout ce que l'on peut dire, c'est que leur nombre est globalement en constante diminution, même si de nouvelles langues sont parfois reconnues ici ou là. On a même essayé d'en créer artificiellement. L'espéranto est l'exemple le plus abouti, mais son usage reste confidentiel. S'il est difficile d'établir un décompte des langues actuelles, il est encore plus difficile de décompter les langues à des époques révolues, et il devient impossible d'envisager cette opération lorsqu'il s'agit de langues ayant laissé peu de traces écrites. Revenons au français et au changement de temps. Lorsqu'on voit à quel point les sermons de Strasbourg, enseignés comme étant du français, diffèrent de l'état de langue que l'on connaît, on peut comprendre aisément pourquoi il est difficile de tracer les frontières d'une langue dans le temps. À quel moment situer le passage du latin au français, puisqu'il a été graduel? Quels critères choisir? La continuité territoriale, elle est rarement pertinente pour de longues périodes. L'intercompréhension, elle ne fonctionne pas non plus pour de longues périodes, comme nous l'avons vu pour les sermons de Strasbourg. Sans formation particulière, nous sommes incapables de comprendre les textes rédigés en français au XIIe, XIIIe, XIVe et même au XVe siècle. Et l'impression de parfaite homogénéité entre le français actuel et le français de l'âge classique est en grande partie une illusion entretenue par le cliché de la langue de Molière et par le fait que les textes de l'âge dit classique sont étudiés au collège et au lycée, dans une gravie totalement modernisée. Bien entendu, cela concerne seulement les textes dans nos institutions actuelles, maisons d'édition, ministère de l'Éducation nationale, faculté de lettres. Juge qu'ils méritent d'être publiés. La plupart des textes écrits à l'âge classique sont tombés dans l'oubli, et tous les discours tenus en l'absence de moyens d'enregistrement de la parole se sont évanouis à jamais. Focus. Comment Molière écrivait-il
cherche des différences pour se faire rapidement une idée du français écrit de Molière, ou plus précisément celui des imprimeurs à qui il faisait confiance, car aucun manuscrit de Molière n'a été conservé. Même si l'ordre des mots a un peu évolué, on peut tout de même observer des tournures totalement sorties d'usage, comme la place du pronom complément direct avant le verbe « vous vient d'embrasser », alors que nous dirions aujourd'hui « viens vous embrasser ». Remarquons également un changement de prononciation visible. Monouaille rime avec jouaille, car à l'époque ces mots se prononçaient monouet et jouet, ce que notre graphie moderne ne permet plus de soupçonner. Mais même pour les mots qui n'ont pas changé entre la graphie de l'époque de Molière et la nôtre, il y a de très grandes différences. Au XVIIe siècle, on utilisait très peu d'accent aigu. L'accent circonflexe était rare et marqué à l'allongement d'une voyelle. Et l'accent grave n'était utilisé que sur le A accent aigu. En revanche, le tilde était d'usage pour noter les voyelles nasales O. Les imprimeurs avaient 2 lettres pour noter notre S et n'utilisaient pas les lettres I, J, ni U et V selon leur prononciation, mais selon des règles de position. Ainsi de suite, cet exercice rapide et facile de comparaison mériterait d'être introduit au moins une fois durant la scolarité générale des élèves de France. Il permettrait une bonne fois pour toutes de faire comprendre à quel point la langue ne se confond pas avec son orthographe. Molière est mort en 1673 avant la publication du premier dictionnaire unilingue de français, celui de Richelet, paru en 1680, et avant la publication du premier dictionnaire de l'Académie française. Plutôt que d'entretenir l'illusion qu'on parlerait et on écrirait le même français que Molière, ne serait-il pas plus instructif d'inclure dans l'enseignement général quelques repères sur l'histoire du français et d'expliquer comment faisaient Molière et ses contemporains pour écrire sans disposer d'aucun dictionnaire ou manuel de grammaire française? En comprenant les rudiments de l'évolution de notre langue, nous serions moins crispés et moins démunis face aux débats récurrents sur son enseignement et sur les réformes de son orthographe. Et nous céderions moins à la panique face aux épouvantails agités par les réactionnaires professionnels. Suffit-il de parler la même langue, le français, pour se comprendre? On entend souvent s'exprimer l'inquiétude selon laquelle, si nous laissions la langue évoluer librement, elle changerait très vite et nous aurions rapidement du mal à comprendre ce que disaient ou écrivaient par exemple nos arrière-grands-parents. Cela est assez exact. En l'absence d'un enseignement homogène et en l'absence d'outils linguistiques largement distribués et largement utilisés, ou bien tout simplement en l'absence de codification écrite, une langue évolue très vite. La langue est soumise à des modes, comme d'autres pratiques sociales. En effet, les êtres humains fonctionnent beaucoup par mimétisme à l'intérieur de leur réseau de relations. Si on y réfléchit, il est facile de se rendre compte que nous imitons beaucoup, que nous reprenons les façons de parler, les expressions des gens que nous fréquentons ou que nous avons l'habitude d'écouter. En outre, comme tous les êtres humains parlant a priori la même langue ne sont pas en contact les uns avec les autres, les réseaux isolés qui se forment ont rapidement tendance à suivre des évolutions différentes. Cela explique la créolisation et la diversification des langues et des dialectes. Le processus est à peu près mécanique. Plus une langue est parlée par un grand nombre de gens et sur un vaste territoire qui les empêche d'avoir des contacts réguliers, plus elle est susceptible de connaître de la diversification. Mais l'argument de l'intercompréhension recèle aussi une part de mythe. Dans les faits, nous n'avons pas besoin de voyager dans le temps pour exprimer l'absence de compréhension. Lorsque nous avons grandi sur le territoire hexagonal de la France, nous avons du mal à comprendre le français vernaculaire parlé à la même époque en Ontario, au Canada, malgré le grand nombre d'institutions francophones qui veillent à freiner l'évolution du français. De même, personne ne comprend tous les discours techniques, juridiques, scientifiques, médicaux. Si nous travaillons dans un de ces domaines, nous comprenons uniquement le jargon réduit de notre environnement professionnel. Face à un bref extrait comme celui reproduit ici, issu du courrier du CERN, Revue internationale de la physique des hautes énergies, nous sommes parfaitement capables de reconnaître qu'il s'agit d'un texte en français, mais nous ne le comprenons pas, et le fait de ne pas le comprendre nous semble normal et acceptable. Il existe des différences
source à spallation. Les SIC utilisent des sources d'ions hydrogène négatif H-, un LINAC et une injection avec épluchage dans un anneau de stockage. Le LINAC porte les ions à l'énergie finale ou peut être remplacé par un synchroton à cyclage rapide SCR. Les outils dont on va doter une langue comme le français, dictionnaire, guide, glossaire, servent non seulement à l'apprentissage par les enfants ou les adultes de niveau débutant, mais aussi précisément à augmenter les possibilités d'intercompréhension entre communautés de pratiques diverses au sein de la grande communauté d'une langue composée. Rappelons-le, de gens qui vivent à la même époque ou dans des siècles différents. Ainsi, pour une personne qui évolue toute sa vie au sein de la même communauté et qui ne s'intéresse pas à d'autres communautés, un dictionnaire peut se révéler de peu d'utilité. En revanche, pour une personne qui circule entre plusieurs communautés professionnelles, sociales, idéologiques, régionales, ou qui s'intéresse à des productions d'une autre époque que la sienne, ou qui a une pratique de lecture assez diversifiée, ces outils seront indispensables. Ils seront également indispensables pour l'enseignement, car ils constitueront des bases de données communes qui permettront de ralentir l'évolution des pratiques et qui conserveront mieux et plus longtemps une certaine intercompréhension. Leur rôle est très important dans une société où l'enseignement est obligatoire et où les compétences langagières conditionnent en partie la réussite sociale des individus. Bien qu'il soit impossible à quiconque de contrôler toutes les pratiques linguistiques qui relèvent du français, les manuels et les dictionnaires peuvent avoir une grande influence symbolique et idéologique. C'est donc un enjeu citoyen de permettre à tout le monde d'avoir des idées sur les tenants et les aboutissants de ce processus. Qui rédige les manuels et les dictionnaires et comment s'en sélectionner les échantillons de langue qui y figurent. Le rapport entre nos pratiques langagières et ce qui figure dans ces ouvrages normatifs n'a quasiment rien d'automatique. Par exemple, le dictionnaire de l'Académie française n'admet pas le mot chirurgienne. Peut-on pour autant dire qu'il n'existe pas en français alors qu'il est attesté depuis le XVe siècle et qu'il est admis dans l'usage courant et qu'il appartient sous la plume de Balzac ou encore de Malraux? Qui écrit les dictionnaires? Le tout premier dictionnaire unilingue de français fut celui rédigé par Pierre Richelet, publié à Genève en 1680. Il s'intitule Dictionnaire François et son sous-titre fait office de résumé, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise, ses expressions propres et figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes, avec les termes les plus connus des arts et des sciences, le tout tiré de l'usage et des bons auteurs de la langue françoise par Pierre Richelet. Il contient 561 pages et il est librement et aisément consultable sur le site de la Bibliothèque nationale de France, la base de données numérique Gallica. Il commence par une incontournable dédicace au prince Ferdinand du Saint-Empire, le pourvoyeur de fonds, et se poursuit par un avertissement qui explicite en détail ses choix. Les choix en matière d'orthographe, les choix des mots, l'ordre des informations contenues dans les définitions et le choix des auteurs pour les exemples. L'avertissement est enfin suivi par la liste exhaustive de ces auteurs sources, qui tient sur 3 pages. Richelet fait preuve d'une bonne intuition dans ses choix orthographiques, en expliquant avoir tenté de garder un milieu entre l'ancienne orthographe et l'orthographe moderne, proposée par de nombreux lettrés et imprimeurs. Il propose notamment d'adopter l'accent circonflexe pour noter les syllabes longues, et donc il écrit même, apôtre et non, même et apôtre, et de systématiser l'emploi de l'accent aigu. Il propose également de retrancher les lettres qui ne s'y prononcent pas et qui ne sont pas nécessaires à l'identification du mot, et donc il choisit d'écrire avocat, plus, reçu, bêtem, affaire, difficulté, attaqué, et non advocat, pleu, reçu, baptême, affaire, difficulté, attaqué. C'est intéressant de constater que, tout en se réclamant également de l'usage et de l'observation des graphies des bons auteurs, écrits AUTHEURS par nos premiers académiciens avant qu'ils ne se ravisent, le premier dictionnaire de l'Académie, publié en 1694, 14 ans après celui de Richelet, faisait des choix orthographiques opposés, allant tous
1740 dans la 3e édition de son dictionnaire, sous la pression de nombreux gens des lettres, avec un retard de 60 ans. Mais elle a réussi à imposer pour des siècles de rajouter des lettres muettes dans des milliers de mots, en refusant obstinément les graphies comme baptême, affaire, difficulté, attaquer. Il est cocasse de voir les membres actuels de l'Académie se passionner pour l'accent circonflexe que leur père avait tenté en vain de rejeter. Nous y reviendrons dans le chapitre 10, enseignement et scolarisation de masse. Focus, faut-il réformer l'orthographe du français? Les équipes de rédaction des dictionnaires actuels, qu'elles soient privées comme celle du Robert de Larousse-Tachette, ou publiques comme celle du Trésor de la langue française au Québec, travaillent d'une façon bien différente de celle des auteurs de nos premiers dictionnaires. Tout d'abord, il est vrai, leur travail bénéficie de l'existence d'un grand corpus de dictionnaires présents, qu'il s'agit surtout de mettre à jour et non de construire intégralement à chaque nouvelle édition. Mais ensuite, leurs méthodes sont plus rigoureuses. Les équipes sont formées de lexicographes, de spécialistes de l'histoire de la langue, de la francophonie, de la phonétique, de la morphologie, de la sémantique des locutions, ainsi que d'un certain nombre de personnes extérieures sollicitées pour leur expertise dans des domaines techniques ou scientifiques. Et pourtant, les décisions d'insérer de nouveaux mots et d'enlever des mots sortis d'usage sont toujours contestables, et en partie politiques. Tous les dictionnaires ne se valent pas et ne sont pas identiques. Avant d'en choisir un, cela vaut la peine de chercher des renseignements sur les équipes éditoriales, leur politique, leur public cible. Et il faut se résigner à passer par des dictionnaires collaboratifs, comme le dictionnaire de la zone, pas toujours fiable lorsqu'il s'agit de rechercher des mots argotiques extrêmement récents ou à faible diffusion, car ils ne seront consignés nulle part ailleurs. Aucun dictionnaire ne pourra jamais être exhaustif. Certaines équipes vont rechigner davantage à enlever des mots de manière à garder le lien avec des pratiques langagères plus anciennes et vont être plus réticentes avant d'enregistrer des néologismes. D'autres vont faire le contraire, poursuivre au plus près les évolutions. Certaines vont accorder plus ou moins de place au français pratiqué dans toutes les régions de la francophonie. D'autres vont se limiter à une seule région, plus ou moins clairement délimitée, annoncée ou non dans le titre du dictionnaire. Citons le dictionnaire du français québécois, le dictionnaire du français acadien, le dictionnaire universel francophone, le dictionnaire des belgicismes, etc. Les sociétés francophones, comme toutes les sociétés, ont constamment des besoins nouveaux à mettre en mots. Pour les besoins techniques en France, c'est la commission d'enrichissement de la langue française, rattachée au ministère de la Culture, anciennement commission de terminologie et néologie, qui se charge d'homologuer et parfois de créer les néologismes. La Belgique et le Canada disposent d'offices équivalents. Pour les besoins plus généraux, les sujets de société, les modes de vie, etc., les dictionnaires divers, de références, de niches, collaboratifs, sont plus efficaces et plus réactifs. Nous voyons donc que la fameuse phrase « si tu veux savoir si le mot existe, va chercher dans le dictionnaire » est bien contestée.